Bah, nous, on va essayer avec HTC de faire venir Roman et les autres développeurs de Tornado Cash qui voudront s'exprimer au moment d'HTC. On a toujours accueilli des personnalités controversées dans des imbroglios de privacy et à HTC. Donc, pour te dire sur le régulateur, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il est capable de tout faire, est-ce qu'il comprend tout et compagnie, non, mais il est très malin, il apprend vite. On leur offre d'épargne qui est 2 fois mieux disante que ce que leur propose le livret A, sans limite de dépôt et avec un retour sur leur compte en banque en 90 secondes. Et le deuxième jour, on a le commissaire divisionnaire, alors bonjour, etc., comment c'est passé, etc. Aucun problème, à part ce petit truc avec une speaker, mais c'est réglé, vous inquiétez pas. Aucun problème, comment ça? Non, mais vraiment, c'est vraiment pas grand-chose, franchement. Le truc est géré, vous en faites. Non, mais dites-nous ce qui s'est passé, quoi. Bon, en fait, à 11 heures du soir, une de vos speakers a été agressée par un. Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérôme de Tichet. Alors Jérôme, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui puisque tu es venu nous parler de Comet, de Louis Finance, de Ethereum et d'ETHCC. Mais pour commencer, 2 questions. Comment ça va? Et est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les gens qui ne te connaissent pas? Écoute, ça va plutôt bien en ce qui me concerne. Je suis passé à travers la grippe hivernale. Là, j'en sors complètement. Je me sens en Mmh. pleine forme et je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que côté Magali, c'est le début. Ou le. Non, alors, ça fait, 1 mois et demi, ouais, que Aïe, 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 pour les gens voilà. qui nous suivent, ils voient des fois, ils se disent: «Ah, c'est bon, elle a récupéré de la voix» et puis j'en repère. Non, ok. Et côté moral, bah, on vient d'avoir notre agrément MiCA avec Comet. Donc, le moral est à son maximum. Aujourd'hui, on est super content d'arriver, d'avoir livré ce gros morceau. Pour me présenter succinctement, donc je m'appelle Jérôme Notifié, comme tu viens de le dire. Je suis président de Ethereum France, l'association éponyme, qui organise la conférence ETHCC chaque année, maintenant à Cannes, fin mars, début avril. Et je suis le CEO d'une entreprise qui s'appelle Comet, COMETH, qui a développé un produit clé en main qui s'appelle Louis Finance pour donner accès à la finance décentralisée, avec des rails complètement compliant, notamment on rentre par un virement bancaire et on sort par un virement bancaire. Et puis j'aurais envie de vous en dire plus, de vous donner plus de détails sur comment ça marche, ce qu'on fait, le type d'acteurs avec lesquels on bosse. On a Louis Finance comme produit showcase, mais on fait beaucoup de choses en parallèle avec plein d'acteurs différents de la finance centralisée ou décentralisée qui utilisent ce qu'on fait dans différents contextes, quoi. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux justement nous expliquer concrètement, le produit, Louis Finance? Alors, Mhm. peut-être revenir dessus, Antoine? Ouais, alors, bah, déjà, quand on annonce, on vous donne accès à la finance décentralisée, c'est un peu genre, bon, Mmh. bah merci, j'ai ça sur MetaMask, j'ai ça sur Rabi, j'ai ça dans Ledger Live, merci, c'est cool, quoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération sur la façon dont on le fait. Déjà, on est custodian. Donc, Comet, dans le cadre d'un produit comme Louis Finance, est un conservateur. Ce qui fait déjà une grosse différence par rapport à tous les autres produits qui existent, qui vous donnent accès à la finance décentralisée, puisque la totalité, à notre connaissance, à voir si vous pouvez me trouver un contre-exemple, mais la totalité des gens qui vous donnent accès à la finance décentralisée le font sans la custodie. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, OK, enfin, vous pouvez accéder à la finance décentralisée, mais à partir du moment où vous êtes sur votre propre wallet, donc vous avez votre wallet MPC, vous avez votre MetaMask, vous avez votre Ledger, peu importe, en tout cas, vous le faites vous-même de votre côté, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on voulait attaquer. On se demandait pourquoi aucun custodian, voire aucun acteur qui allait prendre la responsabilité de la custodie voulait ou pouvait donner accès à la DeFi. Et ça a été quelque chose d'assez difficile à craquer comme problème, parce que donner accès à la DeFi, c'est pas réguler la DeFi, hein. La DeFi reste un- un système qui a ses propres règles et ses propres risques. Mais par contre, y donner accès en tant qu'acteur régulé était un vrai challenge, puisque ça implique de savoir avec quoi on interagit, de le sécuriser de bout en bout et aussi d'appliquer les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, Mmh. même lorsqu'on dépose dans un protocole DeFi.
Donc déjà, la particularité de Louis Finance, c'est que on prend toutes ces difficultés et on essaie de les packager pour le rendre le plus seamless possible. Donc Louis Finance, on s'y Et onboard comme ouais. concrètement, vous faites le KYC, c'est quoi concrètement le produit? Ouais, concrètement, on commence par un onboarding de fintech classique, hein. Vous prenez une photo de votre carte d'identité et puis une preuve de domicile. Ça me fait peur. Euh, À chaque fois voilà, de partager à chaque fois ce genre d'informations personnelles. En plus, à chaque fois, voilà, on entend presque tous les jours un leak, malheureusement, hein, mais il y a juste une plainte bien à la sûr. CNIL. Voilà, la plainte est déposée, les utilisateurs sont victimes, et Mhm. puis c'est souvent des organismes d'État, donc souvent tu es obligé de donner ces informations. Je trouve à chaque fois le risque. Bon, et après, tu nous parles aussi de la sécurité du coup de ces informations personnelles du coup que vous récoltez. Alors oui, ces informations personnelles qu'on récolte, on a les mêmes standards qu'un établissement bancaire en termes de collecte, de conservation, de sécurisation. On essaie d'y avoir enfin, on collecte rien dont on n'a pas besoin, Mmh. dont on n'est pas obligé de collecter, et on conserve aussi peu longtemps que possible les informations, justement pour pas créer de honeypot, pour pas créer de scories et de se retrouver. Il n'y a pas de façon parfaite ni de façon infaillible de collecter et de conserver ces informations, mais on essaie d'appliquer les plus hauts standards de l'industrie là-dedans. Et à l'issue de l'onboarding, ben, on a un IBAN et on a une adresse qui commence par 0x something. Et cette adresse, la particularité, c'est que ce sont des smart accounts. Donc, on a aussi une grande flexibilité sur comment on l'utilise. Et ça nous donne aussi beaucoup d'efficience dans plein de domaines d'utiliser ces smart accounts. Mais pour l'utilisateur lambda, genre ma mère est sur Louis Finance. Voilà. Ma mère elle a 76 ans et elle fait des virements depuis son compte en banque sur son IBAN. Et les euros qui sont reçus sur cet IBAN, on les convertit en stablecoin européen. Donc, on fait partie des têtes brûlées qui essaient de monter la TVL des euros stablecoin. Et, voilà, donc vive la Ah, souveraineté pour européenne onboarding, là-dessus. pour l'UX des personnes qui sont pas du tout dans l'informatique ou qui veulent pas vraiment s'intéresser à la blockchain, mais participer, mais voilà, c'est pas du tout leur domaine ou leur secteur d'activité ou leur passion, tu vois, mais Mhm. qui veulent s'impliquer quand même un petit peu pour découvrir par curiosité. C'est vrai que c'est important et même la compte abstraction, c'est quelque chose qui aide vachement pour ces personnes qui sont habituées d'utiliser un login, Mhm. un mail. Euh, ouais, Ouais, Mais en fait, l'onboarding bancaire est bien passé dans les mœurs, hein. oui, Même, bah, c'est obligé. Les agences bancaires disparaissent parce que maintenant, Ouais, pour c'est faire un un virement, onboarding. Oui, puis c'est pour tout maintenant, pour plein de, tu le heu, fais depuis ton mobile. Tu n'es mmh, plus obligé de te déplacer à ton agence bancaire pour faire ouais. un virement, pour ajouter un bénéficiaire ou des opérations parfois un peu plus complexes. Tu peux le faire directement via tes applications et voir, tu peux plus le faire en agence parce que voilà, on fait. Mais je reviens sur la sécurité quand même parce que parfois je vois que ces entreprises disent: «Ah mais on a travaillé avec un sous-traitant». Alors c'était le plus, qualifié, c'était le plus, expert en la domaine, mais ils se dédouanent un petit peu en disant: «Ah c'est notre, voilà, on a sous-traité». Et comment c'est chez vous, tu vois, par rapport à si jamais il y avait un potentiel, leak, tu vois, des données, vous sous-traitez ou comment ça se passe? Alors, la collecte des données, c'est-à-dire quand tu arrives sur l'application Louis Finance et qu'on te dit, ben, prends une photo de ta carte d'identité, puis Mmh. allume ta caméra et pose devant. Ça, c'est pas OK. voilà. C'est oui, je vois. Ça, c'est pas un service qu'on host nous-mêmes. OK. En fait, ce service de vérification de l'identité à partir de données qui sont uploadées par l'utilisateur, c'est un service on prend un prestataire pour le faire. OK. Maintenant, enfin, on pourrait dire, OK, ben, tu viens de t'onboarder. Bon, ben, OK, dans ce cas, rendez-vous, prends un rendez-vous sur ce lien de rendez-vous. Voilà, on se retrouve sur un StreamYard comme ça. Je te pose des questions, je vérifie que tu es une vraie personne, je collecte tes données, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et à la fin, c'est stocké chez nous. Euh,
les données de KYC, elles sont accessibles pour nous, elles sont conservées pour nous, mais elles sont conservées pour nous auprès d'un prestataire. Et ça nous semble être la façon la plus clean de le faire, plutôt que de tout mettre chez nous. Ouais. Donc, mais surtout pour des questions de reconnaissance, de simplicité d'onboarding, c'est un sweet spot entre je veux que l'onboarding soit le plus smooth possible et en même temps, je veux que les niveaux de sécurité soient les plus grands possibles. Donc, en fait, plutôt que d'avoir à sécuriser la communication pendant qu'on le fait, on est content d'avoir les rails sécurisés d'un prestataire. Mais ce que je Mais remarque, qu'est-ce qui se passe si le prestataire se fait casser? Le prestataire, en fait, ségrègue différentes données de ces différents utilisateurs finaux. Donc, c'est ça. Et puis parfois, dans des moments d'euphorie, ces acteurs-là sont vite saturés par la demande et ils n'arrivent pas forcément à supporter toutes les demandes et ça bug assez vite. Tu vois, il y a souvent mais comme tu dis, il faut peser. Après, faut peser sur. Il y a le pour et le contre à peser là-dessus, mais disons que si quelqu'un venait à voler les logins de Comet et accéder au prestataire, il aurait accès aux données que le prestataire a collectées pour Comet. Mais beaucoup de personnes, néanmoins, beaucoup de personnes, tu vois, sont réfractaires, en tout cas, à donner leur KYC sur un wallet, tu vois, de faire des opérations, voilà. Il y a une partie de personnes et qui n'ont rien à cacher, hein, évidemment. Hein, c'est juste par liberté. Mais il y a, par exemple, maintenant, il y a quand même des opérations où les actions arrivent aussi sur la DeFi et tu as besoin pour acquérir, tu vois, des actions, d'être KYC. Il y a beaucoup, voilà, je vois là, aussi. on rentre dans une nouvelle phase de notre écosystème. Enfin, juste pour boucler sur le prestataire qu'on utilise, il a relativement pignon sur rue. Vous l'avez déjà utilisé dans d'autres cas, mais ce qu'on trouve un des avantages intéressants avec lui, c'est que si ce prestataire se faisait casser, potentiellement, ce qui a été collecté pour Comet n'est pas forcément accessible aux hackers. C'est-à-dire que si nous, on se fait hacker et qu'on arrive à se loguer sur notre prestataire, on verra ce qu'on a logué de ce côté-là, quoi. Mais après, je trouve qu'il y a c'est bien d'avoir une certaine hygiène informatique. C'est bien d'avoir conscience que ces données ne doivent pas traîner absolument partout. Dans le cas de Comet, vous n'êtes pas en train d'ouvrir un compte sur le premier forum informatique, le premier forum de passionnés de Lego où on vous demande faites un KYC, etc. Non. On a un agrément MiCA, donc on est audité en pentest, en sécurité et en pratique. Les audits sont très lourds. Les audits annuels sont très lourds. Les audits surprises de l'AMF sont toujours possibles. Enfin, on est censé faire très attention à ce qu'on manipule. Et afin de ne pas perdre notre réputation et notre agrément, on fait dans les faits très attention à ce qu'on manipule. Maintenant, quand vous faites un retrait depuis votre compte Coinbase, Kraken ou que sais-je, vous êtes censé le faire sur un wallet que vous possédez. Donc là, on met en place la travel rule qui est obligatoire en Europe. Donc de plus en plus, les wallets tendent à être identifiés d'une personne à l'autre et d'un endroit à l'autre. Et si on a un peu quand on commence à prendre conscience à l'importance de l'hygiène en informatique, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on constitue des dossiers d'achat ou des dossiers de location dans une agence immobilière, quoi. Parce que vous avez déjà essayé de louer un appart, envoyer vos 3 derniers bulletins de salaire, vos 3 derniers bulletins d'imposition, votre pièce d'identité, le dossier, etc. Et puis il y a un machin qui part sur une boîte mail. Bon, voilà. Donc moi, je ne sais pas de me dédouaner sur aucune responsabilité. On met en place les meilleures choses qu'on peut mettre en place pour regarder là-dessus. Et après 10 ans dans cette industrie, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'étais chez Ledger pendant le Data Leak de Ledger notamment. Voilà, on a vu des choses, on a été sensibilisé à ce genre de pratique. Moi aussi. Nous, on est régulé. Voilà, on est régulé, on est obligé de le faire et on est constamment à cœur de remettre en cause nos pratiques de sécurité pour les améliorer. Et en fait, tout hack et tout data leak serait une catastrophe pour notre business. Donc, on fait très attention à ce genre de choses, évidemment. Est-ce que, pour en revenir un petit peu à la régulation, question tout en un, une habitude un peu chez moi. Est-ce que, premièrement, quel a été le poids de la régulation dans la mise en place de tous les process, tout ce que vous avez, la compliance, etc. pour MiCA? Est-ce que
pour vulgariser, est-ce que vous l'avez bien vécu? Et sans tirer mais est-ce que vous l'avez bien vécu? Et ça en vient un petit peu à un second point. On évoquait les prestataires, les tiers pour le KYC et cetera. Est-ce que Mhm. les prestataires, les audits, est-ce qu'ils sont, conseillés/imposés, par le régulateur? Obligatoire. C'est obligatoire. Et vous avez, je sais pas, par exemple, il vous faut, tel prestataire et ils vous conseillent quelques boîtes ou qu'une seule boîte? Alors, euh, alors c'est très difficile d'avoir Mika en France. Il faut payer. Voilà. Bah non, non, faut pas payer. Je remettrai jamais en cause la probité de nos régulateurs. Voilà, il faut pas payer. Enfin, ça coûte de Non. l'argent d'avoir Mika parce que de toute façon, c'est beaucoup de temps homme et c'est beaucoup de conseils à prendre dans différentes officines pour constituer un bon dossier. Mmh mh. Et ensuite, il y a le traitement du dossier qui implique encore du temps, encore du temps, encore du temps. Et dans une entreprise, le temps, c'est de l'argent parce que vous payez des salaires. Donc, avoir Mika, c'est très, très, très difficile. On est le Mika numéro 8 en France. Donc, il y a eu 8 Mika avant nous, 8 Mika en 12 mois, c'est pas beaucoup. Mais il y a eu aussi des Mika qui ont été passeportés en France. Et donc, comment ça se vit? C'est cher, c'est long, c'est compliqué, on découvre des choses. Parfois, il y a des allers-retours. Parfois, notre chargé de dossier change. Il y a des nouvelles questions qui reviennent. C'est des questions auxquelles on a déjà répondu. Il y a des moments où on est démotivé, d'autres moments où on voit une lueur d'espoir, où on se dit ça va passer, ça va pas passer. Et puis, il y a aussi des moments où on prend des douches froides quand on voit des gens qui ont pu avoir Mika avec des contraintes bien moindres dans d'autres pays et qui se retrouvent passeportés. On a eu en septembre l'AMF et l'autorité italienne et l'autorité autrichienne qui sont montés au créneau en disant non mais en fait l'ESMA, qui est le régulateur européen, doit prendre des guidelines et imposer Ouais. des standards sur Mika. Heureusement, parce qu'on commençait à avoir des gens qui arrivaient sur le territoire français avec du passeporting et pas forcément les mêmes standards de difficulté ou de reconnaissance imposés à leurs produits en amont. Donc, quand tu parles d'audit, en fait, c'est des audits annuels qui sont prévus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les audits qu'on doit faire, quoi, mais quand on est custodian, par exemple, on doit passer un audit qui s'appelle PA2SI, de sécurité des services informatiques. Et en fait, ça fait partie du package. En fait, il y a un audit de cyber qui doit être fait. On vous dit, faut obtenir cet audit. Et donc, pour ça, vous allez regarder l'ensemble des entreprises qui sont Mmh. habilitées à faire cet audit. Nous, c'est Mazars qui l'a fait chez nous. Donc, on ne vous dit pas, il faut choisir ce prestataire-là. Vous devez en trouver un. Voilà. Vous devez passer votre test. Et puis ce test doit être si vous revenez avec le test et tout est rouge, vous allez voir l'AMF et là, voilà, en fait, tout est rouge, mais on a mis en place les trucs. Peut-être qu'ils vont vous dire, ouais, là, en fait, là, la partie cyber, ça va pas, faut recommencer. Dans d'autres juridictions, c'était pas du tout obligatoire de faire ce genre de test. Autre exemple, on est censé utiliser un outil de traçabilité des transactions. Enfin, non, on n'est pas censé, on est obligé d'utiliser un outil de traçabilité des transactions. On va pas vous dire, il faut absolument choisir Chainalysis, il faut absolument choisir celui-là, on va pas choisir celui-là. En fait, on vous demande d'en choisir un et de justifier pourquoi vous l'avez choisi. Et ensuite, comment ça se retrouve au niveau audit? Vous n'êtes pas censé prendre des cryptos qui sont notoirement connus comme étant des cryptos impliqués dans un hack. Vous n'êtes pas censé avoir comme client quelqu'un qui est sur une liste noire d'une institution internationale qui liste les gens qui sont bloqués du niveau bancaire. Bon, quand l'auditeur arrive, il fait des tests. Il va tenter une transaction, il va regarder est-ce que cette transaction elle serait passée dans votre système. Et le régulateur ne vous donne pas une liste de trucs à mettre en place, il vous demande juste, vous avez des obligations de résultats sur ces trucs-là, donc mettez en place les choses pour le faire. Si vous le faites à la mano, etc., très bien, mais justifiez-nous que c'est bien mis en place et on viendra vous auditer pour vérifier que c'est bien mis en place, quoi.
Et donc, c'est lourd, hein, ça coûte de l'argent, c'est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un truc comme Louis Finance, bah, on propose un meilleur rendement que tous les options d'épargne qui sont disponibles au Kidam, avec de bien meilleures options. Enfin, c'est important de pousser ces murs pour réussir à proposer ce genre de produit, quoi. Et on est très content de le faire aujourd'hui, quoi. Donc, le rendement sur stablecoin, de notre point de vue, est très sécurisé et très peu risqué. Et il sert beaucoup plus que les comptes à terme et que le livret A, quoi. Donc, c'est génial, il faut y aller, quoi. Ça justifie qu'on se tape 3 ans de mise en place de la régule. 3 ans, ouais, c'est rigolo, c'était une question, que Je j'avais crois en qu'on tête. est, c'est à peu Combien de près temps ça, pour là. 3 ans? Ouais, ça nous a mis 2 ans à obtenir notre enregistrement renforcé. Et on était vraiment sur la limite pour réussir à avoir Mika direct en janvier. Et on a un peu repoussé, on a rajouté d'autres services, du coup, quand on est passé de l'enregistrement renforcé à Mika. Et là, on n'a pas encore tout à fait fini notre Mika, on a encore quelques trucs à obtenir. Côté réglementation bancaire, c'est un truc qui se fait en parallèle. On va avoir d'autres services qui vont apparaître grâce à notamment l'établissement de monnaie électronique, pour lequel on se rapproche aujourd'hui. Donc on va faire plus de choses encore, mais en tout cas, le gros est derrière nous, et puis on est surtout autorisé à agir, et on risque pas, à la fin de la période de grandfathering, la période de grand-père, de se faire couper le service, quoi. Le régulateur a apprécié un peu toute cette... Enfin, comment réagit le régulateur? Parce que sur la hype un peu de la vie privée, tu vois, sur ZK, sur Vitalik aussi, qui remet quelques posts sur la recherche, tu vois, de la privacy. Comment le régulateur va apprécier cette peut-être prochaine narrative ou développement, tu vois, enfin, des recherches dessus? Euh, Et en plus, Il y a je rajouterais des... les certains développeurs qui ont été condamnés quand même aussi, qui ont fait juste, voilà, et qui ont développé du code sur la blockchain, on va inculper, tu vois. Donc, c'est parfois. Comment tu vois les choses, tu vois, voilà, sur ces deux questions? Bah, nous, on va essayer avec Etsy de faire venir Roman et les autres développeurs de Tornado Cash qui voudront s'exprimer au moment d'Etsy. On a toujours accueilli des personnalités controversées dans des imbroglios de privacy et à HCC, donc on continuera à le faire. Maintenant, le régulateur, je peux pas trop parler pour lui, mais je peux vous dire ce qu'on fait enfin, si jamais quelqu'un me demande si je peux encaisser des Monero en tant que custodian, la réponse sera non. Voilà. Je peux pas custody du Monero. Mm. Par contre, quand j'ai une transaction qui vient, je sais pas, Magali ouvre un compte chez Louis Finance et puis elle décide de faire un dépôt d'Ether qui est passé par Tornado Cash, bah, je dois demander à Magali de me justifier d'où viennent ces Ethers. Je dois demander, OK, Magali, là j'ai reçu 32 Ethers. Ça vient d'où? C'est quoi? Tu peux me justifier d'où tu les as achetés, quoi, parce que moi, j'ai pas de traces sur ces trucs-là. Donc, je suis censé demander d'où ça Mais vient. vous le faites, en vrai. C'est possible, en tout cas. En tout cas, nos systèmes sont créés et conçus de façon à ce que lorsque j'ai des dépôts sur lesquels j'ai pas de traçabilité, ça allume une lumière et ça me dit, bon, bah là, attendez, avant de valider ce dépôt, il faut qu'on clean d'où ça vient. Donc nous, par défaut, à moins que ce soit vraiment flagué ultra rouge et qu'on voit que vous avez volé de l'argent et passé par les systèmes nord-coréens ou que sais-je, bah là, évidemment, là, c'est bloqué, etc. Par contre, s'il y a quelque chose qui n'a pas de traçabilité, on est censé enfin, demander des informations complémentaires sur cette transaction. Donc, C'est un quand on a sujet que des j'aime. choses qui sont... Pardon. Non, excuse-moi, vas-y. Donc après, quand la justification est bonne, c'est-à-dire si Magali me dit, bah ouais, en fait, je t'ai fait du staking, voilà, ça c'est ma preuve d'achat d'Ether, parce que les Ethers, je les ai eu comme ça. Après, je les ai stakés, et puis je les ai mis en Tornado Cash, voilà. Je voulais pas que ça se voit on-chain. Bon, très bien. Bah, pour moi, je considère que si la justification me va, bah, je l'encaisse et puis on le met dans la DeFi ou on le met ailleurs, ou on l'échange en Lido, enfin je sais pas, selon Et ce qu'on paf, a comme type quelques de années plus solution. tard, on découvre que les Ethers, ils sont pas propres.
Est-ce qu'ils sont saisis du coup? Alors, est-ce qu'ils sont encore chez moi? Tu peux pas sur de l'Ether. Oui, s'ils sont encore chez toi. Alors je crois que tu Non, peux mais pas. s'ils sont Tu peux dans sur mon, s'ils certains sont dans un serveurs. wallet alors, autre scénario. En fait, euh, il se trouve qu'une enquête de la répression des fraudes ou que sais-je vient de se rendre compte qu'en fait Magali était impliquée dans une vaste opération de blanchiment d'argent et qu'elle parle des Ethers, etc., etc. Et en fait, je reçois un coup de fil du tribunal qui me dit: est-ce que vous avez Magali dans vos clients? Je fais oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a des comptes chez vous? Est-ce que vous pouvez nous envoyer des trucs? Je lui envoie les listes des adresses que j'ai pour Magali. Et elle me Et dit: mais OK, juste, en fait, cette personne, alors, il me demande, mais du coup, elle a fait des dépôts chez vous, vous avez des justificatifs et tout. Je dis: bien sûr, voilà les justificatifs. Elle est là, bon, bah, voilà, très bien, etc. Je dis: OK, ben, en fait, on vous demande de saisir ces fonds et de ne pas autoriser les retraits et de bloquer les choses. Très bien. Bon, bah, en fait, moi, je suis censé appliquer ce que me dit la justice à ce moment-là, je bloque. Et éventuellement, en fait, dans l'enquête, on se rend compte que Magali a fait des faux. Elle avait des faux certificats d'achat, enfin, des fausses preuves d'achat, des faux trucs. Je me suis fait avoir, voilà. J'ai demandé, j'ai fait ma diligence quand j'ai reçu des fonds et j'ai regardé si je les connais, si j'acceptais ce genre de trucs. Alors, et là aussi, pour le coup, le régulateur, quand il postérieurement, il me dira: non, mais vous vous rendez compte, ces emails, ils sont quand même complètement pourris. Vous auriez dû vous rendre compte que c'était des faux. Donc, à voir si j'ai bien fait mon travail ou pas. Est-ce que j'ai été suffisamment diligent dans ce cas-là? Donc, c'est pour ça que certains acteurs vont vous dire: moi, je refuse de base. Je ne veux même pas engager ma responsabilité. Je refuse de base. Nous, on est assez technique pour voir quand quelque chose vient de Tornado Cash et de regarder un peu les entrées et les sorties pour dire: OK, c'est cohérent, c'est pas cohérent. Là, il y a vraiment un problème. Auquel cas, pour le coup, Magali sera aussi. Je peux aussi poursuivre Magali en disant: vous avez déposé des fausses preuves, c'est pas possible, oui. etc., quoi. Par contre, si Magali a déposé ses Ethers chez moi, elle les a fait travailler ou quoi, puis à un moment, elle a voulu ressortir sur son compte en banque, son truc, bon, ben voilà, en fait, moi, j'ai fait ma diligence à l'entrée. Mon système a bien allumé que j'avais des trucs de Tornado Cash et que ça, c'était pas normal. J'ai cru aux preuves qui avaient été données et je ne les ai pas crues en mode candide, quoi. Je vraiment regarder ce qu'il y avait et voilà. Mais est-ce qu'il y a des lumières qui ne s'allument pas vraiment, tu vois? Parce que là, c'est sûr que Tornado, dans le système, c'est fiché. Mais par exemple, l'achat tu vois, de gros NFT, mais même après, c'est pour, du coup, bah, sortir du Non, mais liquide. ça en revient à l'hygiène Euh, numérique, mais même un peu. le régulateur, parfois, n'est pas au point sur tout. Et tu vois, par exemple, une position aussi sur Uniswap, directement. Enfin, maintenant, on peut se transférer. On n'est pas obligé de s'envoyer forcément des jetons. Tu vois, on peut s'envoyer un NFT, on peut s'envoyer des positions en pool. On peut, voilà, de différentes manières. Et peut-être que le régulateur. On peut se transférer la propriété d'un safe. Je sais pas tout comment ça. Tu veux développer? Alors, nous, on aime beaucoup utiliser des smart accounts, donc des smart contracts qui émulent le fonctionnement d'un portefeuille et on se sert de safe, Oui, ah, ok. le standard de multisig, dans lequel il y a plein d'adresses à l'intérieur. Enfin, il y a plusieurs adresses et on fait une partie de notre sécurité, nos politiques de sécurité sur cette multiplicité d'adresses. Donc, en fait, la position de Magali chez nous, c'est des euros qu'on a convertis dans différents euros stablecoin compliant. On a posé des choses sur AV et compagnie. Puis, dans le futur, elle me dit: ah, ben, j'aimerais bien aussi faire de la liquidité sur Wrap Bitcoin Edge parce que je suis long sur les deux, etc. Bon, bref, on a une position pour eux. Je peux transférer la propriété du safe, techniquement, en retirant mes clés, en mettant celle de Magali, quoi. Dans ce cas, il y a un transfert de propriété de l'ensemble de la position sans qu'il y ait eu mouvement sur la chaîne des Ça, tokens. moi, je crois Nous, vraiment. on trouve que c'est aussi cette innovation-là, elle est ultra sous-exploitée Oui. et elle permet justement de faire carrément des échanges de portefeuille. Et il se trouve que les safes peuvent se comporter comme des NFT. Donc, vous pouvez En aussi peer-to-peer. potentiellement, En plus, le vous pouvez peer-to-peer, potentiellement en auction. fait, Ouais, ouais. ouais. On pourrait poser ces safes sur OpenSea et les auctions. En fait, ça ouvre pas mal de possibilités d'innovation financière là-dessus. Donc, pour te dire sur le régulateur, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il est capable de tout faire, est-ce qu'il comprend tout et compagnie? Non, mais il est très malin, il apprend vite. Et l'application de la LCBFT, c'est une responsabilité de l'entité régulée. C'est-à-dire, si moi je vais dire, enfin, si le régulateur me dit: mais vous vous rendez pas compte, il a vendu des NFT, il les a échangés, il a fait un truc comme ça, vous n'avez pas vu passer ça?
Si, moi je suis censé le voir passer et être suffisamment au courant de ce qui se passe pour le mettre en place, quoi. Donc c'est pas, je peux pas me dédouaner en disant c'était trop compliqué. Voilà, j'ai une obligation d'appliquer les CBFT. Mais je suppose qu'il y a des utilisateurs malveillants qui essayent, et ça arrive, je suppose, pour les entreprises. C'est quoi souvent enfin, c'est quoi la demande qui, toi, tout de suite, c'est régulier d'avoir des faux utilisateurs, en tout cas des escrocs, qui essayent de passer par ce genre de solution parce que tu n'es pas la seule, en tout cas, à essayer de faire ce genre où il y a un IBAN, ou voilà, c'est. Ouais, mais ça, déjà les rails crypto, elles sont pas très évidentes chez nous. Le rail principal, c'est de l'IBAN, quoi. Donc, Ok. en fait, on a des relations privilégiées avec plusieurs digital asset treasury qui sont pas encore publiques. Donc, je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus, mais pour le coup, là, c'est des boîtes listées, c'est des boîtes qui, voilà, donc eux vont nous dire, bah, en fait, oui, j'ai fait des achats de crypto, mais du coup, je voudrais les mettre chez vous pour X raison. Donc là, on voit que les achats de crypto sont passés par Coinbase, sont passés par Kraken, sont passés par tout ça, donc il n'y a pas trop de questions. On a potentiellement quelques individus. Enfin, si un individu venait nous voir en disant je me suis onboardé sur Louis Finance, c'est super. Voilà, je m'appelle Antoine, voilà, j'ai scanné mon truc, j'ai mon IBAN, j'ai fait un virement depuis mon compte Société Générale, j'ai reçu l'argent. Maintenant, mes euros travaillent à 3,5% et je peux les retirer à tout moment, sans frais, sans truc. Je trouve ça très cool. Mais j'ai aussi des cryptos, vous voulez pas les gérer pour moi? Parce que finalement, la custody, ça me semble bien ce que vous faites. Vous avez des options intéressantes pour placer des bitcoins, pour placer des choses. Voilà, j'aimerais bien faire du LP. Enfin, vous venez avec des propositions. Puis là, on discute et tout. Puis bon, on étudie le dossier. Et éventuellement, quand on voit si j'ai un entrant de bitcoin qui est censé venir d'Antoine, et puis quand je le trace, je suis là genre, c'est bizarre ce bitcoin-là. Il est sorti de Torchain au moment où Bybit se faisait hacker. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, Donc là, je suis obligé d'appliquer une diligence différente à ce moment-là, quoi. Mais pour le moment, enfin, j'ai pas grand-chose à vous dire sur oui, en fait, on a eu un cas avec un Javanais qui est arrivé comme ça, il a fait son truc, etc. Et puis là, on s'est dit, non, c'est quand même bizarre. Voilà, pour l'instant, ça va. C'était pas mon objectif. En fait, c'est assez rigolo, je sais pas, ça a fait rire que moi. C'est un sujet qu'on avait abordé, la première fois que tu es venu sur la chaîne, les cryptos propres et les cryptos sales et à vrai dire, c'est un sujet qui me tient à cœur de répéter, de temps en temps parce qu'au-delà de l'éthique d'avoir des cryptos, sales dans son wallet, sales, j'entends, issus de hacks qui ont été volés, issus de brouteurs ou que sais-je ou autres arnaques, pique butchering. Quand tu passes par, les mixeurs, alors on a cité Tornado, on pourrait en citer d'autres, tu sais pas ce que tu récupères quand tu swaps et cetera et c'est important, jusqu'au bout que ce soit même, lorsque tu veux faire un don de crypto à quelqu'un ou Mm. il faut vraiment s'assurer que ce qu'on reçoit est propre parce que ça peut attirer des problèmes, derrière, bien plus larges, sans être catastrophiste et en soulignant également le côté, éthique, quoi. Mais ça pose un problème. Enfin, tous les organismes qui sont compliant aujourd'hui ont des utilitaires de screening de transactions, parfois même plusieurs, selon leur activité, selon ce qu'ils manipulent. Et donc, si vous vous retrouvez avec des cryptos sales dans votre wallet, ça va allumer des lumières partout, quoi. Donc, qu'est-ce qu'une crypto propre? C'est une crypto qui circule d'un acteur régulé à l'autre sans être bloqué. À l'époque de notre interview, tu avais évoqué, les premiers ETH à l'époque où on le minait et tu disais que pour ceux qui n'ont jamais circulé, plus tard, ça vaudra, voilà, ça sera Ceux-là, il n'y a pas de problème, ils sont super propres. Mmh. De la même manière que, enfin, c'est pour ça que Coinbase s'appelle Coinbase, hein. Quand un Bitcoin est minté, en fait, c'est la fonction Coinbase de Bitcoin qui est activée et ça crée une nouvelle base de coin et elle est envoyée
Donc, on peut retracer un Bitcoin jusqu'au bloc où il a été émis, de même manière qu'on peut retracer un Ether jusqu'au bloc où il a été émis, jusqu'au reward de staker où il a été reçu. Et c'est bien je déconseille fortement aux criminels d'essayer de blanchir de l'argent avec des cryptos, parce que c'est traçable par construction. Donc, à un moment ou l'autre, vous allez vous faire choper. Et dans notre activité côté Comet, nous, on prend la responsabilité d'interagir avec la DeFi. Donc, je prends des euros, je mine des euros stablecoin MiCA compliant et je les dépose, par exemple, dans AV. Avant d'avoir fait mon dépôt dans AV, je fais un screening de la pool avec mes utilitaires de lutte contre le blanchiment d'argent et je regarde si la pool est complètement vérolée avec énormément de dépôts qui émanent d'entités qui ne devraient pas avoir déposé là-dedans. Voilà. Et ça permet de ne pas teinter les euros que je dépose pour le compte de mes clients. Je fais des choix aussi là-dessus. Il y a certains protocoles auxquels on ne va pas trop toucher, il y a certains tokens auxquels on ne va pas trop toucher. Le régulateur nous a plusieurs fois dit attention, USDT, ne proposez pas ça à vos clients, on est contre. Donc c'est aussi ce qui fait notre grosse différence avec Comet, c'est qu'on a l'expertise pour faire ces interactions et prendre notre responsabilité quand on le fait. Pardon, vas-y Antoine. Vas-y. Non, après, on va parler de The Vas-y, allez Agora. faire une transition. On va parler de The Agora après, mais ma petite question, c'est comme tu parles beaucoup de l'euro, tu as dit entre 3 et 4% avec un stablecoin euro, mais on est dans une période toujours incertaine. Et l'euro s'apprécie quand même pas trop comparé au dollar, et on voit toujours dans des périodes de guerre. Ah oui, alors attends, parce que là, quand on a reçu notre enregistrement renforcé au 31 décembre 2024, on s'est dit on va lancer Louis Finance la semaine prochaine avec de l'USDC. Les taux USDC étaient à 7%. Je t'invite à regarder la courbe euro-dollar entre janvier et juin. On aurait servi 7% sur la moitié de l'année, mais les personnes auraient perdu 25% de leur. Oui, mais Donald Trump, en tout cas, tu vois, bouscule un petit peu les règles aussi. Tu vois, il bouscule, tu vois, là, c'est le plus gros KOL des cryptos, hein, au final, de Bitcoin, tu vois. Donc, il en parle et il y a beaucoup de gens qui. Ça a mis la lumière, en tout cas pendant l'élection, sur les cryptos. Ça a mis des nouveaux, tu vois, dedans qui se sont intéressés. Puis après, ils sont repartis, mais il y en a toujours qui sont encore dans le truc. Et ça bouscule un peu. Alors, on sent parfois, c'est pas du tout de la manipulation, mais on sent qu'il bouscule les règles de la finance mondiale, on peut dire un peu ça comme ça, mais qu'il apprécie du coup Bitcoin et quelques autres cryptos. Limite, il a fait ses cryptos à lui, quoi. Donc c'est quand même très étonnant. Sa plus grosse position est sur de l'Ether, en tout cas côté famille World Liberty Financials. Ouais. Ok, ouais. Ok, ouais. L'euro, tu vois, je suis sceptique à me faire 3-4%, oui, mais après, tu vois, si quand tu fais tes ratios, je sais pas, en année, sur 3-4 ans, voire même plus, hein, tu vois, sur 5 ans, 6 ans, à comparer à mettre en dollars et sur AAV, pareil, et parfois, je me rends compte que convertir sa monnaie dans, je te parle à l'instant T, là, en 2025-2026, parfois est un meilleur choix. Mais parfois, non, hein, et ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Mais parfois, voilà. Je suis sceptique sur l'euro, sur le volume, l'appréciation. Est-ce que les Européens. Voilà, il y a beaucoup de choses qui parfois me disent ça existe, et est-ce que ça a été. L'adoption se fait comparé à ce qu'on t'offre de l'autre côté. Voilà, ton choix, tu fais tes ratios et voilà, bref. Je pense qu'il y a j'ai aussi une autre casquette d'enseignement. Je suis professeur associé au CNAM. Mais mon cours sur la monnaie, c'est toujours de réduire la définition de la monnaie. J'en suis à la monnaie, c'est ce avec quoi vous pouvez payer vos impôts. C'est ce en quoi on vous demande de payer vos impôts. Ce en quoi on vous demande de payer vos impôts. Donc en France, on paye ses impôts en euros. On paye l'URSSAF en euros, on paye ses cotisations en euros, on paye sa taxe foncière en euros, on paye son loyer en euros. Donc, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'euros. Amende en euros.
Voilà, donc il faut, à moins d'être suffisamment sophistiqué pour pouvoir s'exposer sur son actif favori et d'avoir toutes les options et les futurs nécessaires pour se prévenir et se dire, bon, bah, en fait, oui, mon actif peut se déprécier de 15% par rapport à l'euro, mais bon, je me suis protégé pour pouvoir me dire, je peux toujours convertir et payer en euros. Il faut avoir des euros. Bon, après, quand vous voulez ne pas vous exposer au risque de change et prendre quand même une position avec quelque chose qui a du bon upside en termes de hausse de valeur, la crypto, c'est bien, effectivement. Euro USD, ben, moi j'ai des Ethers, j'ai des Bitcoins. Bon, bah, du coup, si l'euro baisse par rapport au Bitcoin, si l'euro baisse par rapport au dollar, une partie de ce risque de change sera absorbée par le fait que j'ai surtout du Bitcoin. Donc, moi, en fait, si le truc s'équilibre pas, je vais dans le Ouais, sens de la monnaie ouais, mais il n'y a pas si plus longtemps, puissante. il y a quelques années, on a connu, enfin, tu pouvais voir, mais 1-1, il y a quelques années, tu pouvais faire $1 égale à 1 euro. Maintenant, c'est plus du tout le cas, c'est pas du tout revenu. Et tu vois, c'est pas, Il y a 17 ans, je suis allé à New York et c'était 1,47 le taux de change. ah ouais, donc ça varie Ouais. énormément au final. En final, il y Mais a quand même bon, des fluctuations sur des gros montants, ça peut jouer, tu vois, sur des les gros gens montants, ça regardent joue beaucoup. aussi. Comment? Mais sur les gros montants, ça joue beaucoup. Maintenant, un expresso dans la rue à New York, c'est 15 $, quoi. Donc, ça joue aussi, ça. Mais pour revenir à la problématique de l'euro, nous, de notre licence, on est capable de faire n'importe quel protocole DeFi. On a choisi de mettre sur étagère une stratégie euro parce que pour nous, il y a un marché très spécifique là-dessus et qui est gigantesque. Aujourd'hui, le livret A, ça rémunère 1,7%. Voilà. 1,7% et on ne peut pas mettre plus de 22 900 euros max sur son livret A. Alors, vous pouvez essayer de contourner le système et de jouer avec en ayant plusieurs livrets A dans plusieurs entreprises, dans plusieurs banques. Vous n'êtes pas censé avoir le droit de le faire, mais bon, vous pourriez vendre des trucs, mais n'empêche, vous avez un maximum de dépôt et c'est 1,7%. Cool. Avec des stablecoins sur AV. Donc nous, on a regardé ce qu'on pouvait faire en disant où est-ce qu'on peut avoir le moins de risque possible. Ben, un stablecoin MiCA compliant, pour nous, il est cash equivalent. Donc c'est facile de le dire parce que ça n'engage personne, quoi, mais on verra quand les Big Four vont commencer à prendre position là-dessus. Un stablecoin européen, c'est as good as cash de notre point de vue. On verra, on espère qu'il y aura de plus en plus d'acteurs qui prendront cette position. En tout cas, un stablecoin qui est MiCA compliant, normalement, les euros type Christine Lagarde, ils ont été convertis en treasury bills où ils ont été gardés en euros dans des fonds monétaires ultra bien cotés et ultra bien notés, et on peut récupérer ces euros immédiatement auprès de ces institutions-là. Et la plupart sont listés, Société Générale Forge, Circle et compagnie, c'est des boîtes listées, quoi. Donc pour nous, il y a quasiment pas de risque de contrepartie sur un euro qui a été converti là-dessus. Donc il y a un premier risque, c'est la contrepartie de l'émetteur en question, quoi. Le deuxième risque, c'est le protocole qu'on utilise en dessous. Donc nous, on flèche par défaut sur AV, parce qu'il y a des fonds de garantie sur AV, parce qu'ils font régulièrement des annonces sur comment ils protègent les dépositaires. Ils ont fait une annonce récemment sur jusqu'à $1 million par wallet qui ont déposé et tout. Donc nous, ça nous semble être un protocole qui a 7 ans d'historique, et on peut se dire le risque de smart contract, il y a aussi ce qu'on appelle le Lindy effect, qui est plus un smart contract à tourner sans trouver de bug, moins il y a de chances qu'on en trouve de bugs au futur. Donc le risque sur la contrepartie côté AV, il est assez faible. Et en plus, en cas de hack, l'émetteur de stablecoin est censé pouvoir aussi dire, bah oui, je freeze les fonds et je les rends. Et il y a un troisième risque qui est à quel point le custodian, l'agent qui bouge les fonds, se comporte. Et donc le risque qui est sur nous, on se fait auditer, on fait très attention à comment on manipule les fonds. Donc en fait, quand on a pris tous ces risques-là, on regarde sur des matrices de notation type système bancaire traditionnel, on se rend compte qu'on est dans les plus faibles. Voilà. On prend des euros, on les pose sur AV, et quand les conditions de marché sont normales, on est au-dessus de 3%. Et quand les conditions de marché sont un peu stressées, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent des positions longues ou short en empruntant sur AV avec des euros, on est plutôt autour de 5-6%. Et c'est des intérêts qu'on verse à chaque bloc et pour lesquels on est capable de faire un virement en retour sur le compte bancaire en 90 secondes. Donc en fait, on se rend compte rien qu'avec ça, pour les quelques personnes qui sont assez tordues pour conserver des euros, qu'on leur offre
on leur offre une option d'épargne qui est 2 fois mieux disante que ce que leur propose le livret A, sans limite de dépôt et avec un retour sur leur compte en banque en 90 secondes, quoi. Et Et ça ça, met pour combien nous, de temps l'inscription? L'inscription, tu vois, que ça met combien de temps? Ça met 24 heures, le temps de la vérification des documents, tu vois, ça met combien de temps? Dans En des ce moment. conditions de pression et de température, on est au niveau du quart d'heure, quoi. Ah, Si ok, la bah, c'est photo est de bonne qualité, si le truc est bien fichu, voilà, l'IBAN est ouvert et puis vous pouvez faire votre dépôt et immédiatement mettre votre crypto, enfin, mettre vos euros en stablecoin au travail et vrai. retour sur le compte en banque immédiatement. Ça, c'est ça qui est vraiment fort, quoi. Mais je te rejoins sur l'idée, tu vois, des néobanques, tout ça. Enfin, il y a plus. Maintenant, on atterrit sur des petites banques qui veulent faire aussi la passerelle assez facilement pour acheter, pour mettre en rendement sur la DeFi. Voilà, en quelques clics. Mais je pense que. N'hésitez pas à venir nous parler, on est ravis de les accompagner. Ça Ah oui, s'appelle Louis Finance, mais ça pourrait s'appeler Magali Finance. Si mais Blockchain Addict veut lancer son non, mais propre. on a reçu Lilian de OAK Recherche Ouais. et qui nous parlait de cette narrative qui voyait du coup et il pensait à cette narrative, voilà, des néobanques qui vont voilà, potentiellement plus se développer et faire la passerelle entre Ouais. certains utilisateurs. Et lui, il nous a parlé de cette théorie, tu vois, qui voyait beaucoup Il y a une dans le synergie futur. encore plus forte avec des émetteurs de stablecoin. Prenez un acteur bancaire qui est sorti du bois récemment, hein, comme Odo, Exarch qui est sorti ce matin du bois aussi, mais bon, un groupe BPCE ou un Odo qui vient de le faire. Odo a sorti le Eurode. Bon, ils sont en train de travailler sur leur déploiement et leur stratégie de pénétration du marché. Mais le jour où l'euro de Odo, est disponible sur AV et sur d'autres protocoles de finance centralisés qui nous semblent bien sous tout rapport en termes de risque porté. Pour Odo, ça veut dire j'encaisse des euros, je mine des eurodes. Quand je les ai mintés, j'ai pris des treasury bills allemands ou français ou autres qui sont autorisés par mon régulateur. Donc, je reçois du rendement sur ces treasury bills. Et qu'est-ce que je fais avec ces eurodés? Je les place dans la finance décentralisée avec un acteur comme Comet en partenaire. Je fais profiter au dépositaire, qui est le client final, Antoine ou Magali, de 3 ou 4% de rendement sur ces euros. C'est beaucoup mieux que ce qu'il avait sur son livret A. Le livret A, c'est censé être fléché pour des assurances vie et puis des treasury bills de toute façon. Là, en fait, l'État continue de pouvoir financer sa dette puisqu'il a vendu des treasury bills contre ses dépôts. Donc, l'État s'y retrouve et la banque s'y retrouve et le client du bancaire s'y retrouve. Donc, on vient de bypasser énormément d'intermédiaires existants, énormément de systèmes existants pour quelque chose de juste beaucoup mieux disant pour l'ensemble des acteurs autour de la table. Non, mais oui, je te rejoins. Magali. Magali m'a envoyé qu'il fallait enchaîner un petit peu pour rentrer dans le format. Alors, on va parler de The Agora, puis après, tu nous fais 2 mots sur Ethereum CC, mais je partage là le lien que tu m'as envoyé. Ouais. Et du coup, si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce que c'était. Voilà. Oui, bien sûr. The Agora est le premier side event officiel dans la programmation de THCC. Donc, on suit depuis 10 ans, maintenant presque 10 ans d'Ethereum Community Conference, l'évolution de notre écosystème. Et on se rend compte de la demande de plus en plus importante d'avoir des événements purs institutionnels et donner des forums vraiment orientés sur les questions de ce type d'acteurs au sein de THCC. Donc, on a travaillé avec Keiko qui nous a accompagnés par les années passées sur la track Venture Capital de THCC et qui voulait supporter ce genre d'événements. Et donc là, on a déjà pas mal de headliners, donc des premiers speakers qui sont annoncés. Voilà, Bloomberg, TradeWeb, S&P, enfin DTCC, enfin pour le coup, tous les gros acteurs américains viennent déjà. Alors il y a Lance Ugla aussi qui est le vice-chairman de General Atlantic. Donc il y a vraiment du lourd en termes de speakers qui est déjà annoncé et d'autres qui viennent. Voilà, moi, j'aime bien dire qu'on a les Michael Jackson de la finance traditionnelle qui vont se déplacer pour The Agora. Et ça, c'est fait au sein d'HCC. C'est-à-dire que ça va être un événement qui va se passer en face d'HCC, donc au Marriott pendant HCC.
et targeter plutôt des acteurs traditionnels de la finance qui voudraient voir ce que leurs compétiteurs, leurs collaborateurs font sur le sujet. Et voilà, premier événement Instit autour d'ETHCC. Et on va adapter aussi le format d'ETHCC afin qu'il y ait une bonne synergie entre les deux événements. Donc, le premier jour d'ETHCC, il va y avoir plus de DeFi. On va essayer de mettre les tracks DeFi et intéressantes pour le TradFi le premier jour, afin que le second jour, ils puissent aller à Agora et profiter d'une bonne synergie entre les agendas des deux conférences, quoi. Et on Oui, en aura fait, peut-être d'autres events officiels qui seront annoncés au fur et à mesure. c'est ça, t'es obligé de faire des événements un peu parallèles pour que les gens bougent un petit peu et qu'ils ne soient pas tous dans le principal. Ah ouais. Et à chaque fois, c'est. Voilà, le second jour, le mardi d'ETHCC, 31 mars, je pense qu'à ETHCC, on aurait une programmation type Privacy, Cypherpunk, Core Protocol, Research, Zero Knowledge Tech et compagnie, des choses qui potentiellement moi me passionnent, mais qui ne sont pas forcément super intéressants pour des gens de la DTCC et qui, eux, pourront profiter d'aller à Agora à ce moment-là. Donc, on essaie justement d'avoir ETHCC comme le phare de cette semaine à Cannes et d'avoir plusieurs gros paquebots comme Agora qui draguent aussi beaucoup de monde et des gens qui potentiellement se disaient « Ah non, mais ETHCC, c'est trop tech ». Ben là, en fait, ETHCC, c'est pas trop tech, au contraire, et il y a moyen de faire aussi des choses très généralistes autour. Donc, c'est du 30 mars au 2 avril, l'événement. Est-ce que déjà les places, on ne peut pas les acheter encore pour The Agora? Ce sera disponible The quand? Agora, ça va ouvrir bientôt. Ok. Ça se fait en complément d'ETHCC en plus. Et Ouais. par contre, les places d'ETHCC sont déjà en vente. Les places. Et alors, je vais afficher tout de suite le site. Ok. Et il y a des offres promotionnelles et adaptées pour les hôtels autour d'ETHCC, comme l'année dernière. Maintenant, comme chaque année, plus tôt vous bouquez votre hôtel, mieux vous serez servi, parce que ce genre de partenariat, on ne peut pas les avoir indéfiniment. Donc voilà, booker vos hôtels, ça va être top. Voilà, il y a déjà un sponsorship J'étais Diamond pas. qui a été. Ok, ah, dis donc, moi j'ai passé vraiment l'édition à Cannes était vraiment fantastique. J'avais dit le buffet, je sais plus à Bruxelles, mais là c'est surtout le lieu qui était vraiment fantastique. Les salles de cinéma, vraiment, j'ai trouvé ça grand en fait. Dès que tu es à l'intérieur, tu te dis ah, tout est grand. Et ouais, c'est vraiment bien pour se retrouver en vrai, pour aller, tu vas courir le matin. Je suis allé courir le matin il y avait vraiment beaucoup de side events organisés par Tu t'es fait une différents. pétanque. Voilà, il y avait la pétanque. Non, mais c'était vraiment très sympa. Puis je suppose que ça va être mieux encore parce que les gens ont commencé à prendre leurs habitudes, à voir la première fois qu'ils ont loué. Donc je pense que ça va être une meilleure édition. Tu attends combien de personnes cette année? Oh bah, je pense qu'on peut facilement se dire qu'on va faire au moins 20% de croissance. Donc on devrait être entre 10 et 20 000, c'est sûr. Maintenant, je pense que ce qui serait une bonne réussite, ce serait peut-être un peu plus de 15 000 cette année. Ah oui, d'accord, 15 000, waouh, ça fait quand même à Cannes. Et en plus, dans cette période-là, bah, on va nous voir un peu plus parce qu'il y aura peut-être moins de touristes. Et puis, il fera moins chaud. Non, mais super. Est-ce que non, mais les logements, là, il n'y aura pas de grève des avions, je suppose, pour le retour. Tu as programmé ça? Tu as vu ça avec la Alors, les grèves des avions, enfin les grèves en général suivent des patterns annuels qui sont assez bien définis, juste avant les grands départs en vacances, juste avant les élections syndicales et tout ça. Là, normalement, cette période-là est plutôt calme. Ouais, je peux ouvrir du coup un pari sur Polymarket pour essayer. On va le jouer et on va essayer. Non, mais d'accord, Pas des grèves à SCC pendant le- Non, mais s'y prendre donc rapidement là pour commander son billet, prendre son logement, je suppose que bon, aussi on est une chaîne un peu B2B, mais du coup certains projets crypto peuvent te contacter encore s'ils veulent avoir un Ouais, alors stand. les sponsorships sont ouverts. Tout se passe sur le site ETHCC et vous cliquez sur le bouton sponsorship. Chaque année, on sell out. Donc, l'année dernière, malgré les difficultés du marché, on a sell out le premier jour, la fin du premier jour de mémoire.
n'attendez pas trop pour prendre vos places. Chaque année, on a les mêmes problèmes. Les gens qui disent ah non, mince, j'ai pas pris la place. Voilà. Ok, ouais, ça Prenez vos places, c'est toujours bien. Voilà. Et aussi, il y a un petit bouton accommodation dans le site, sur le site d'HCC, qui vous envoie vers des tarifs préférentiels qui ont été négociés par les équipes d'HCC auprès des différents grands groupes hôteliers du coin. Encore une fois, ces offres promo ne tardent pas trop, quoi. Donc, la veille de l'event, il n'y a plus de promo, par exemple. Je pense que dès la fin décembre, il y aura beaucoup moins de promos. Donc, prenez le temps de booker tout ça. Si la période de décembre n'est pas trop chargée, s'organiser pour être ici, c'est le bon moment. Et en plus, avec des events comme Agora, on va draguer des populations qui sont différentes et nombreuses. Donc, ça va créer encore plus de demandes pour l'événement. Donc, Et voilà. quelques surprises, je sais qu'il y avait quand même beaucoup de side events dans les villas en hauteur, tu vois, dans les grands Quel hôtels. nouveau Layer 2 on va annoncer? Un feu d'artifice, tu vois, un spectacle en drone, je sais pas, mais il y a quand même quelques nouveautés encore, que tu travailles sur quelques nouveautés. Peut-être Spectacle. pour faire le lien avec les questions du début de l'interview, c'est que l'année dernière, les gens avaient été surpris par Mika. Donc, vous voyez, par exemple, KuCoin était sur liste noire AMF. Bah, ça y est, il a eu son Mika côté Autriche. Bah, tous les acteurs qui n'étaient pas Mika ou qui venaient d'avoir des problèmes de régulation en Europe se disaient bah non, en fait, je ne peux pas venir être ici, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Ah, ça, c'est Cette les année, ils sexes sont qui ont de quasiment l'éthique. Ça, c'est les sexes qui ont de Pardon. l'éthique. Et ça, ce sont les sexes qui ont Oui. une éthique et qui essayent tu vois, d'être dans les clous et qui essayent de faire les choses en amont, alors que d'autres acteurs sont différents, voire complètement différents. Alors, bah oui, voilà. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas fait le déplacement, qui ne sont pas venus l'année dernière, et pourtant, vous en êtes témoin, il y avait beaucoup de monde l'année dernière, du fait des problématiques de réglementation qui maintenant sont toutes levées, quoi. Donc, il y a plusieurs acteurs qui ont attendu pour leurs annonces, qui ont attendu pour appuyer sur l'accélérateur côté Europe et qui maintenant le font très fort, quoi. Donc, Et puis je j'ai ne vu peux pas vous dire, quelle D'accord. surprise, mais je peux vous dire qu'il y aura des surprises. Et sur le Luma, tu avais parlé qu'il y avait un radical changement, en tout cas entre Bruxelles et Cannes. Tu avais dit que ce serait plus contrôlé. Et moi aussi, j'ai trouvé que quand même, c'était très clair cette année. Tu étais moins spammé après. Mais vraiment appréciable, du coup, les side events, l'inscription, en tout cas, tout s'est bien passé. Ouais, bah, déjà, HCC est une marque déposée, Terrum France aussi. Et donc, on essaie un peu de faire respecter ça. On fait tout ce qu'on peut pour éviter que les gens se fassent harceler, se déplacent en sécurité et ne se fassent pas scammer par je sais pas quel event qui leur dirait venez ici, déposez 10, repartez avec 2000 et qui utiliserait tous les logos HCC partout. Donc on a des équipes qui travaillent beaucoup là-dessus. C'est beaucoup de temps et d'argent pour nous de mettre ça en place, mais ça impacte notre marque quand c'est mal fait. Je te remercie de le citer, de dire que c'était Mais cool qu'on se soit pas fait sur la parce que sécurité, ça fait sur la partie des sécurité, choses auxquelles on est. Voilà, sur la on est, sécurité, moi j'ai trouvé ça. Tu avais dit qu'il y avait, enfin, il y a la police était quand même très présente autour des partout. lieux. Ça s'est vu, on était Ouais, c'est une filmés. remarque qu'on se faisait, au C'était fil des jours avec Antoine. Il n'y avait pas une heure dehors où on ne voyait pas, la municipale, un agent ou la nationale même, Ouais, pardon. c'était Croyez-le ou vraiment. non, on écoute les feedbacks. Voilà, on essaie de mettre en place le maximum de choses qu'on peut à partir des retours qu'on a eus. Donc, par exemple, les gens trouvaient qu'il faisait trop chaud l'année dernière. Ok, ben on va aller en fin mars, début avril. La température attendue est autour de 23-24. C'est pas trop chaud, c'est bien, voilà. Ce sera un peu plus difficile pour se baigner. Enfin, moi, j'aime pas me baigner quand l'eau est froide, mais bon, voilà. Euh, et, et au niveau de la sécurité, on a la chance à Cannes d'avoir la plus haute couverture de vidéosurveillance en France, de mémoire, et les autorités locales, aussi bien au niveau de la préfecture que du département que de la municipalité, sont très actives et travaillent de concert avec nous, ce qui n'était pas du tout le cas à Paris, où vraiment on pouvait aller se faire cuire un œuf pour rester poli.
Donc, on est content d'avoir ce genre d'accompagnement à Cannes. Et encore une fois, c'est des choses que je vous remercie de préciser parce que c'est beaucoup d'investissements sur la sécurité, sur la tranquillité, sur l'image, l'utilisation de la marque de l'événement qui restent invisibles, sauf quand on y prête attention. Et c'est des choses sur lesquelles on investit beaucoup pour que ça fonctionne bien, quoi. Mais j'ai même trouvé, tu vois, certaines personnes qui avaient un garde du corps, mais dans l'event Ethereum CC, limite, j'ai trouvé ça angoissant. Ouais. Où je me dis, tiens, mais il n'y a pas besoin, vu comment t'es. C'est fait bousculer par Justin Tron, c'est Et ça? c'était pas Stinson, pardon. C'était pas Vitalik ou Sergey. Mais voilà, il y a certaines personnes, et je trouve qu'en fait, pour l'image des cryptos, c'est moyen quand tu viens de te passer quelques barrages, on est entre nous. Alors, sauf si tu es Vitalik, hein. Mais quand tu n'as pas des millions et des millions, et en tout cas, ça se voit pas sur toi, et t'es pas non plus. Mais en fait, certains qui se baladent avec des gardes du corps, limite pour les personnes, je trouve ça plus angoissant. Enfin, parfois, c'est pas Pascal Gauthier, hein, je parle pas du tout, je parle de petites personnes, parfois qui avaient un garde du corps, et j'ai dit, tiens, c'est un peu. Ça en fait trop. Alors, le Cannes, c'était surveillé, l'entrée, c'est impeccable. À l'intérieur, tu es vraiment en sécurité. Enfin, moi, j'ai trouvé Ouais, mais mais pour l'image. malheureusement, on doit agir avec l'image de la France à l'étranger, qui était vraiment, enfin, qui est pas facile. Aujourd'hui, l'image de la France à l'étranger est vraiment pas géniale. Et l'année dernière, au moment des Sisi, on avait eu 6 mois de kidnapping sur les cryptos. Ouais. Autant vous dire que pour les CEO de grosses boîtes, la France était quasiment blacklistée. Voilà, hors de question d'aller à Cannes, hors de question d'aller à machin, parce que C'est triste. non, impossible, et tout ça. Le Quand vous voyez déclin. le calibre des gens qu'on récupère sur Agora, ça montre qu'il y a une évolution assez positive. On était en discussion pour faire venir Eric Trump l'année dernière, qui voulait venir pour faire quelque chose. Bon, là, vous faites venir ça là-dessus, c'est parti, les services secrets, les défenses, tout doit être impliqué et compagnie. Bon, la France, c'est plus difficile à visiter. Enfin, c'était plus difficile à aller faire une visite Et que puis le prince de Monaco aussi. Le prince de Monaco, tu avais pas. si, il a fait un saut, c'est pas un saut, Ah c'est bon? Ah, c'est à je l'ai 15 pas minutes vu. de voiture. C'est Ah, à je 15 l'ai minutes pas de vu. voiture depuis Monaco. Mais enfin, ouais, aujourd'hui, quand on organise une conférence d'ampleur, on peut pas, en France, on peut pas mettre de côté la question de la sécurité. Mm. Ne serait-ce que parce que c'est important pour la réputation de la conférence et pour la tranquillité des participants. Mais c'est aussi une nécessité pour pouvoir faire venir les plus gros speakers qui ont des contraintes auprès de leur board, auprès de tout ça, pour dire attention, la France, moi je ne m'y déplace pas, c'est trop risqué. Et finalement, ils ont apprécié, là, du coup, Cannes, la première expérience. Tu vois, il y a rien eu, il n'y a pas eu d'incident majeur. En tout cas, j'en avais pas entendu parler. Non, Euh, pour l'anecdote, notre plus gros incident qu'on a eu, on avait un. Voilà, je vous ai pas donné d'anecdote sur les gens qu'on a bloqués ou pas bloqués quand on les KYCisés ou les transactions qu'on a dû bloquer avec Louis Finance. Mais une petite anecdote croustillante sur LCC, on a les rapports de police tous les matins de ce qui s'est passé sous la journée précédente. Et le deuxième jour, on a le commissaire divisionnaire, alors bonjour, etc., comment c'est passé, etc. Aucun problème, à part ce petit truc avec une speaker, mais c'est réglé, vous inquiétez pas. Aucun problème, comment ça? Non, mais vraiment, c'est vraiment pas grand-chose, franchement. Le truc est géré, vous en faites pas. Non, mais dites-nous ce qui s'est passé, quoi. Bon, en fait, à 11 heures du soir, une de vos speakers a été agressée par un caniche. Ah, ouf, caniche, ça va. Bon, Elle a été et mordue. Est-ce qu'elle a été mordue au doigt? elle a été Non. griffée au mollet. Donc, un résident de Cannes promenait son caniche. Le caniche lui a sauté sur le truc et l'a griffé, mais il y avait quand même une belle griffure, quoi. Il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu des points de suture, mais c'est une belle griffure au truc. Et surtout, le propriétaire du caniche a pris le caniche et est parti en courant. Du coup, la speaker en question s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Le personne s'excuse, on s'explique, etc. On file le carnet de vaccination ou je sais pas quoi. Et la speaker en question avait un peu peur d'avoir chopé la rage. Enfin, il y a pas mal de régions du monde dans lesquelles, lorsque vous êtes mordu dans la rue Ouais. par un chien, griffé dans la rue par un chien, ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc, la moindre des choses, c'est de se récupérer un carnet de vaccination et de vérifier que les vaccins sont bien à jour.
Et évidemment, à Cannes, la scène a été complètement filmée, la police avait déjà débarqué chez personne. Vous voyez quelqu'un qui court dans la rue avec un chien, ça se voit sur la caméra, quoi. La speaker en question avait déposé plainte et la chose s'est réglée tranquillement, il n'y a pas eu de problème par la suite. Voilà. Mais bon, nous, ça nous a mis un petit choc, on s'est dit, oh purée, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Ouais. C'est le pire qui s'est passé l'année dernière. On dirait une envie on dirait une agression de maternelle, tu vois. Ouais, ça va, c'est Voilà. minime. C'est Dogecoin. Tu vois, ça me fait Alors, penser. chaque année, il y a des problèmes. Enfin, on peut pas organiser on peut pas faire venir 10 000 personnes dans le même endroit sans qu'il y ait naturellement des choses qui se passent, quoi. Ça fait partie des aléas, hein, quand même. Ça fait partie des aléas. Il y a X% d'agressions, de problèmes par jour dans chaque ville. Forcément, quand on met 10 000 personnes dans une ville, il y a des chances que ça touche les personnes qui sont vivres. Et on prend tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter ce genre de choses. Mais voilà. Au moins, au Sofar à Cannes, on est plutôt content. Voilà. Eh ben, merci Jérôme d'être venu sur Blockchain Addict. On invite les personnes qui nous ont écoutés jusque-là à liker la vidéo et à s'abonner, à aller voir du coup Louis Finance, d'aller s'abonner à leur compte. Et puis à ceux qui veulent venir à Ethereum CC du 30 mars au 2 avril, commencez à acheter vos billets, réserver vos logements parce que ça va très vite. Et merci encore Jérôme. Tout à fait. Salut. Merci encore pour votre temps et tout. N'hésitez pas effectivement à aller voir Louis Finance. C'est vraiment des nouveaux rails pour aller sur la crypto qui sont compatibles avec votre mère et votre grand-mère. Ça marche. Super. Cohen, Eh Mozart, c'est bon, Testel. là,